Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière, dans un décor particulier, puisqu'en fait je suis au Japon pour des raisons touristiques et familiales, parce que en fait j'ai un fils qui vit à Tokyo et maintenant un petit-fils. Donc nous sommes venus les rejoindre et je me suis dit que ça serait intéressant de consacrer une vidéo à la philosophie japonaise pendant mon séjour. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas entrer dans le détail de la philosophie japonaise, mais je vais essayer de vous trouver les principaux, ce qui m'a semblé être les principaux éléments de cette philosophie et les éléments qui marquent encore la culture japonaise. Parce qu'on peut trouver des tas d'éléments au cours de l'histoire, mais certains ont plus ou moins disparu. Alors vous me verrez régulièrement consulter mes notes, je ne suis pas chez moi, donc j'ai imprimé mon script et donc j'aurai besoin de temps en temps de m'y référer pour certains éléments précis, des noms qui sont un peu difficiles à retenir ou même certaines informations que je pourrais oublier malheureusement. Alors la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par philosophie japonaise? Alors, et tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par philosophie? Parce que bien entendu, en Occident, quand on pense à philosophie, on pense à une tradition intellectuelle qui remonte à la Grèce antique et puis qui s'est poursuivie dans tous les pays d'Europe, puis du monde, mais qui prend ses racines en Occident. Donc là, bien entendu, il va falloir accepter d'utiliser le mot philosophie dans un autre sens, dans un sens un peu différent, et en particulier accepter l'idée qu'il y a des racines religieuses assez importantes à cette philosophie. Et puis l'autre point, c'est qu'est-ce qu'on entend par japonaise? Ça peut sembler simple, mais en fait, est-ce qu'on veut dire tout simplement toutes les idées qui se sont développées sur le territoire du Japon? Ou bien est-ce qu'on va chercher à isoler dans ces idées ce qui fait des idées particulièrement japonaises, puisque le Japon a vécu sous l'influence d'un immense pays qui est à côté, juste de l'autre côté de la mer, qui est la Chine. Et évidemment, donc le Japon a vécu sous influence chinoise, mais à chaque fois a développé malgré tout, comme on pourrait dire de façon un peu simple, elle a mis les idées chinoises à sa sauce. Vous voyez? Et donc, par philosophie japonaise, on peut estimer que c'est justement cette sauce japonaise qui fait la spécificité ou la différence de la philosophie. Alors, entre la première approche, qui est une approche un peu historique, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est déroulé au Japon, et puis la deuxième, c'est qu'est-ce qui fait la spécificité de la pensée japonaise, j'ai essayé de trouver un équilibre en mêlant une approche historique et à chaque fois en essayant de trouver ce qui faisait la particularité japonaise. Alors c'est un point de vue, c'est une vidéo un peu subjective, puisque forcément, plus on réduit comme ça une longue durée en une vidéo, je sais pas, moins de 30 minutes on va dire, je ne sais pas exactement combien de temps elle durera, on est obligé de faire des choix et ces choix sont forcément subjectifs, d'autant plus quand on n'est pas un spécialiste, ce que je ne suis pas de la pensée japonaise. Alors j'ai dit que j'allais mêler une approche historique et une approche plus idéologique, on va dire. Mais même au niveau de l'histoire, je me suis restreint à ce qu'on appelle la période classique, c'est-à-dire celle qui va avant le XVIIe siècle et surtout avant 1868. Alors 1868 est une date importante puisque c'est la fin du shogunat. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de l'histoire japonaise, mais c'est le retour donc de l'empereur et ça marque à la fois une sorte de fermeture au niveau économique, mais aussi une modernisation, une volonté de moderniser le Japon et de l'ouvrir à la culture occidentale. Et donc à partir de là,
même au niveau de la philosophie, le Japon va s'intégrer au grand mouvement de la philosophie mondiale, on va dire, hein, puisque il n'est plus seulement occidental. Alors cette période classique est très intéressante, hein, puisqu'en fait elle marque encore la culture japonaise, hein. Je vous en donnerai quelques exemples. Hein. Mais malgré tout, alors, en faisant ce choix, je vais à l'encontre de ceux qui considèrent que cette période classique n'a pas été philosophique. Et alors, bon, on pourrait dire que c'est par exemple des Occidentaux qui pensent ça, mais pas seulement. C'est-à-dire, il y a un certain Nakae Shoshimen qui a déclaré en 1901, donc c'est un philosophe japonais, de l'Antiquité jusqu'à nous aujourd'hui, il n'y a jamais eu aucune philosophie au Japon. Donc là, c'est une position radicale, hein, qui considère que justement cette période classique, que moi je vais choisir, n'a pas été philosophique. Alors, en particulier parce que justement, elle ne s'inscrit pas dans la tradition de la philosophie occidentale, dont Nakae Shoshimen était un spécialiste, hein, parce que lui c'était un spécialiste de Rousseau et de la période des Lumières. Donc forcément, c'était quelqu'un qui connaissait très bien la philosophie occidentale. Et pour lui, ce qui s'était passé avant 1868, donc avant l'ouverture du Japon à cette philosophie occidentale, il n'y avait pas eu de philosophie au Japon. Alors, moi, c'est justement ce qui va m'intéresser, c'est cette période avant l'ouverture à la philosophie occidentale. Je ne dirais pas qu'après, ce n'est pas intéressant. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur cette période, mais disons que c'est un peu moins japonais. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire on va essayer de rapide survol des débuts de l'histoire du Japon pour comprendre un peu comment les différents constituants de cette philosophie japonaise ont été introduits. Alors, j'espère que vous entendez bien ma voix. Il y a un peu de bruit autour de moi, il y a des bruits de voitures, il y a un peu de bruit de la nature, il y a des corbeaux, il y a des grillons. Donc j'espère que malgré tout, vous arrivez bien à isoler ma voix dans ce fond sonore. Voilà. Alors, d'un point de vue historique, au début, alors, dans les fouilles archéologiques, on montrait que dans la période paléolithique, on ne trouve pas de traces d'habitation humaine au Japon. Donc les premiers peuplements sont arrivés au néolithique, à partir du néolithique. Alors, ils venaient principalement de Chine et de Corée, hein, et on arrive à isoler, ou plutôt à identifier les origines de ces peuplements par un certain nombre d'éléments culturels. Par exemple, au nord et à l'est du Japon, c'est ce qu'on appelle la culture Jomon, qu'on identifie par la poterie et l'architecture des villages. Et puis la culture Yayoi, qui est plutôt au sud et à l'ouest du Japon. Alors, par exemple, cette culture Yaoi a été assez... alors, je ne garantis pas les prononciations, hein, malheureusement. J'ai une belle fille japonaise, mais je ne lui ai pas demandé de m'expliquer, de m'apprendre la prononciation de tous ces mots-là. Donc, la culture Yaoi a été particulièrement importante, puisque c'est elle qui a importé la culture humide du riz, qui a une importance, une place considérable dans la gastronomie japonaise. Alors à chaque fois, ces vagues de migration, comme pour le riz, elles ont apporté des éléments culturels et techniques de la Chine, hein, qui est un pays extrêmement avancé. Enfin un pays, ça n'était pas un pays à l'époque, hein, mais une zone géographique où beaucoup de techniques et de cultures ont été développées. Hein. Donc le Japon a bénéficié, bien entendu, de cette influence. Alors pendant cette période, hein, que l'on peut qualifier d'antique, hein, l'antiquité japonaise, la religion au Japon était, comme dans beaucoup de zones du monde de cette époque, un mélange d'animisme et de chamanisme. Hein. Donc on croyait dans des esprits qui au Japon s'appellent les kami. Alors on verra plus tard, hein, que ces kami sont assez importants dans la culture japonaise.
Et puis donc il y avait des sortes de sorciers, hein, des chamans. Et on reconnaît là en particulier une culture qui viendrait du nord de la Chine, hein, de la Mongolie. Alors ces kami, hein, ces esprits qui étaient honorés dans cette période et qui le sont encore aujourd'hui, alors ces kami peuvent être de nature assez différente, c'est-à-dire peuvent habiter des lieux sacrés comme le mont Fuji, ou bien des forêts sacrées, des rivières, ou bien aussi, ça c'est particulièrement important, être l'esprit de force vitale ou de force de la nature, hein, comme la reproduction, la fertilité ou la croissance, qui sont bien entendu des forces de la nature particulièrement importantes dans un monde agricole. Alors, j'ai dit que le Japon vivait en fait en quelque sorte sous influence chinoise, et ça s'est particulièrement développé entre le 6e et le 7e siècle de notre ère, hein, puisqu'à cette époque-là, la cour impériale va envoyer des ambassades et des étudiants en Chine pour y apprendre tout ce qu'on pouvait apprendre de ce pays, de cet empire qui commençait à se structurer, hein. Et alors de ces ambassades et de ces étudiants, le Japon a tiré beaucoup de profit et a adopté un certain nombre d'éléments culturels comme l'écriture, particulièrement importante, hein, même si la langue n'est pas la même, l'écriture est la même, le calendrier chinois, et puis ainsi que des éléments alors, religieux et philosophiques, hein, le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Et donc le Japon va intégrer tous ces éléments, alors là qui nous intéressent particulièrement, hein, donc à la fois je vous dis religieux et philosophique, hein, il va les intégrer dans sa civilisation, dans sa culture, et va en faire des éléments proprement japonais. L'intégration de ces éléments ne s'est pas faite tout à fait de la même façon. L'alphabet chinois et le calendrier chinois se sont imposés. Alors que le bouddhisme et les autres éléments philosophiques se sont intégrés à la culture japonaise, mais ont cohabité avec la culture précédente, avec la culture des kami, hein, des esprits du Japon dont je viens de vous parler. Et alors parfois, on va voir sur certains bâtiments ou petits temples, on verra à la fin de la vidéo comment cette intégration ou cette cohabitation s'est faite. Et donc, dans l'esprit de beaucoup de Japonais, les kami sont des êtres surnaturels, mais qui ont un statut inférieur à celui de Bouddha. Malgré tout, donc les Japonais se définissent plutôt comme bouddhistes, même s'ils pratiquent des cultes shintoïstes. Alors, on verra que le Shinto, c'est la religion des kami. Donc, tout cela cohabite plus ou moins harmonieusement. Alors, malgré tout, à partir du 8e siècle, il y a quand même eu une sorte de mouvement de résistance au Japon contre cette influence de la culture chinoise. Enfin, le bouddhisme n'est pas proprement chinois, hein, il est arrivé depuis l'Inde, mais pour les Japonais, ça venait de la Chine. Et donc, il y a eu une volonté un peu de défendre la culture proprement japonaise. Et au 8e siècle, il y a eu un livre qui s'appelle Nihilyon Shoki, c'est-à-dire les chroniques du Japon, dans lequel on voit apparaître le mot Shinto. Alors, Shinto, ça veut dire la voix des esprits, la voix des kami. Alors, c'est intéressant parce que l'expression la voix de, comme on le verra plus loin, c'est une expression typiquement bouddhiste. Donc, même en voulant se détacher du bouddhisme, il reste une influence bouddhiste. Alors le mot, la voix des esprits, hein, donc la voix c'est do. Hein. À chaque fois que dans un mot japonais vous avez do, comme dans judo, ça veut dire la voix de quelque chose. Alors pour bien comprendre, là je vous ai un peu expliqué, très rapidement, j'y reviendrai après, mais ce qu'était ce culte des esprits. Bon, pour bien comprendre donc, cette forme de cohabitation, il faut aussi que je vous dise un petit peu ce qu'est le bouddhisme. Alors là, je vais être encore très, très succinct, hein, très superficiel. Je vais essayer d'aller à l'essentiel.
et puis surtout une forme de bouddhisme qui a été particulièrement importante au Japon, c'est-à-dire le zen. Alors, le fondateur du bouddhisme, hein, alors attention, là encore une fois, la prononciation est un peu compliquée, Siddhartha Gautama, donc il a vécu en Inde entre le 7e et le 5e siècle avant notre ère. Alors je donne une période assez large, puisqu'en fait les spécialistes ne s'accordent pas sur ces dates-là. Bon, alors c'est intéressant parce que c'est à peu près l'époque où se développe aussi la philosophie en Grèce. Alors est-ce qu'il y a une influence? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, en termes d'époque, c'est à peu près la même époque. Alors, pour être très succinct, on peut résumer le bouddhisme à ces 4 vérités, hein, 4 vérités qui sont appelées les 4 nobles vérités, qui sont tout est douleur, l'origine de la douleur est le désir, la suppression du désir supprime la douleur, et il existe un chemin qui mène à la suppression de la douleur. Alors, on peut remarquer que ces 4 vérités supposent la croyance dans la causalité, hein, puisque c'est la douleur, c'est le désir qui est à l'origine, qui est la cause de la douleur. Hein. Donc il y a une forme de causalité quand même. Hein. Je précise parce que parfois il y a des philosophies qui nient la causalité. Là, on n'est pas vraiment... alors c'est une forme de causalité, hein, mais il y a quand même une forme de causalité. Et puis aussi, il y a une forme de libre arbitre. Alors ça, c'est intéressant, puisqu'en fait, quand il dit il existe un chemin, ça veut dire qu'on peut le trouver. Hein, déjà, on peut décider de le trouver, on peut le chercher. Et puis après, on peut décider de l'emprunter. Sinon, dire qu'il existe un chemin, mais qu'en fait, on n'a pas de libre arbitre et on ne peut pas l'emprunter, bon, ça serait un peu... Donc, c'est quand même une forme de libre arbitre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat du libre arbitre dans le bouddhisme. Hein. Déjà, le libre arbitre dans la philosophie occidentale, c'est un vaste débat, mais alors là, dans le bouddhisme, c'est encore pire. Enfin, c'est pas pire, c'est... Voilà. Mais vous voyez, il y a quand même des formes de... C'est pour ça que j'utilise l'expression, hein, une forme de causalité, une forme de libre arbitre. Et puis il y a aussi, quand on dit « il existe un chemin », ça veut dire que c'est la connaissance de ce chemin qui va mener à l'éveil, hein, puisque le bouddhisme est quand même une religion, enfin, ou une philosophie, là aussi il y a un débat, du salut, c'est-à-dire que l'objectif c'est quand même d'aller... Il y a un paradis hein, dans le bouddhisme, donc l'objectif c'est le salut, hein, et enfin une forme de salut qui n'est pas la même que dans la religion chrétienne évidemment, mais c'est un salut qui est fondé sur la connaissance de la voie qui mène à la suppression de la douleur, vous voyez. Donc il y a quand même une importance de la connaissance. Et d'ailleurs, quand on regarde certaines peintures bouddhistes, on voit qu'il y a des fois des espèces de divinités qui sont chargées de protéger la sagesse et la connaissance. Donc, les deux sont associés. Donc là aussi, on retrouve quelque chose un peu comme chez les Grecs. Hein. Bah, ce n'est pas du tout le même type de sagesse et le même type de connaissance, mais il y a cette idée d'associer la sagesse et la connaissance. On peut remarquer que ce qui est intéressant, enfin, dans la 4e de ces nobles vérités, qui dit « il existe un chemin qui mène à la suppression de la douleur », c'est qu'on ne dit pas quel est ce chemin. Et là, c'est là que ça devient intéressant dans l'histoire du bouddhisme, c'est que bien entendu, il va y avoir différentes interprétations de cette 4e vérité, en particulier de cette 4e vérité. Hein. Il y a des interprétations de toutes les vérités, mais en particulier de celle-là. Et là, ça va donner lieu à ce qu'on appelle des sectes. Hein. Ça n'a pas le sens un peu péjoratif que ça aujourd'hui en français, même juridique. Hein. Simplement, une secte, c'est un groupe d'individus, en général sous la direction d'un sage, d'un moine, qui partagent la même interprétation de ces 4 nobles vérités. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de sectes. Hein. Et alors, il y en a beaucoup qui sont arrivés au Japon. Hein. Il y en a qui sont développés en Inde, il y en a qui sont développés en Chine, il y en a même quelques-unes qui sont développées au Japon.
justement, je vais maintenant m'attarder sur l'une de ces sectes, qui est le zen, le bouddhisme zen. Alors, comme je viens de le dire, il y a eu de nombreuses sectes, de nombreuses interprétations du bouddhisme qui sont arrivées ou qui se sont développées au Japon. Mais il me semble que le zen est celle qui est la plus importante, qui a le plus marqué la culture japonaise. Alors, le zen est assez bien décrit en peu de mots dans Wikipédia, où ils disent « L'approche du zen consiste à vivre dans le présent, dans l'ici et maintenant, sans espoir ni crainte. » Alors, c'est-à-dire que ici et maintenant, ça veut dire qu'on ne se projette pas dans le futur. En fait, c'est une forme de désir. Quand on se projette dans le futur, il y a toujours une forme de désir. Et donc, on vit dans l'ici et maintenant, et sans espoir ni crainte. C'est-à-dire justement comme ça, on échappe à la douleur. Et donc, le mieux pour arriver à ça, alors là aussi, il va y avoir différentes méthodes, mais c'est de vivre en harmonie avec la nature. Alors là, on retrouve une certaine influence du taoïsme. Alors, je ne vais pas détailler ce qu'est le taoïsme, sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Je pense que déjà elle va l'être. Mais bon, dans le taoïsme, il y a cette idée qu'il faut vivre en harmonie avec la nature. Mais vous voyez, c'est très simple comme doctrine, d'autant plus que dans le taoïsme, on reconnaît, on connaît le symbole du Tao, ce noir et ce blanc qui s'en mêlent et qui s'auto-génèrent. Et dans le taoïsme, il y a cette idée que la nature est changement permanent. Donc il n'y a pas de définition précise de ce qu'est la nature. La nature, c'est ce qui nous entoure et on constate qu'elle est changement permanent. Et il faut essayer de vivre en harmonie avec ce changement permanent. Donc il y a très peu de corps doctrinal au zen. C'est pas alors après, il y a eu des développements plus récents, mais je veux dire, le zen n'a pas un corps doctrinal précis, détaillé de ce qu'il faut faire. Et c'est plutôt une philosophie, une religion qui s'appuie sur des pratiques. Il y en a principalement deux. Et la deuxième, elle aussi séparée en deux. La première, elle est verbale en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le zen rinzai, qui fait une large place, alors là aussi je prends mes notes, au koan, K-O-A-N, qui sont des apories, ou des paradoxes, dont la visée est pédagogique. Alors, j'avais prévu de prendre un des livres sur le zen pour vous donner des exemples, je l'ai oublié. Donc, je vais vous en citer un de mémoire. Donc, il y a un disciple qui demande au maître mais qu'est-ce que le zen? Alors le zen, le maître tient un bâton dans la main et il lui dit si tu n'en as pas, c'est-à-dire si tu n'as pas de bâton, je te le prends, mais si tu en as un, je te donne le mien. Quelle est la signification profonde de cet aphorisme, en fait, on dirait presque, dans la philosophie nietzschéenne. Bon, on ne peut pas l'analyser rationnellement, c'est plus par la méditation, l'intuition, que l'on va aboutir à la compréhension du sens profond de ce qu'a voulu dire le maître. Alors, j'ai utilisé un terme, là à l'instant, qui est la méditation. Alors ça, c'est vraiment la deuxième pratique très importante du zen, c'est la méditation. Alors ça se pratique tout le temps dans le bouddhisme, mais c'est la méditation assise. Assise, alors c'est possible en position du lotus. Alors là on voit l'influence du yoga de l'Inde. Les mains jointes comme ça, on voit souvent des bouddhas qui ont cette posture-là. Et donc c'est cette méditation assise. Mais en fait, cette méditation peut prendre des formes plus actives, très éloignées de la méditation assise, immobile.
Mais j'en parlerai un petit peu plus loin, puisqu'en fait, on va voir là qu'il y aura une forme de syncrétisme avec le shintoïsme. Donc je vais maintenant vous présenter le shintoïsme, et après on finira sur ces formes, assez connues d'ailleurs, hein, mais je ne vous le dis pas tout de suite, il faut qu'il y ait un peu de suspense, de méditation active dans le bouddhisme zen japonais. Alors, je vais donc maintenant vous présenter un peu plus en détail le shintoïsme. Alors, comme je le disais en début de cette vidéo, hein, la diffusion des éléments culturels chinois ne s'est pas faite sans une certaine résistance de la part des Japonais. Hein. Donc, j'ai parlé d'un premier livre, hein, qui voulait mettre en avant les pratiques ancestrales du Japon afin de lutter, hein, contre ces influences étrangères. Alors, il y avait le fameux donc, Nihon Shoki, hein, les chroniques du Japon. Il y a un autre livre qui lui est écrit au 8e siècle donc, de notre ère, qui s'appelle le Kojiki, et qui nous décrit la création du monde et du Japon selon la mythologie japonaise. Alors là, je vais être obligé vraiment de lire mes notes parce que les noms sont un petit peu, puis l'enchaînement est un peu compliqué, et les noms sont aussi un petit peu compliqués, pour moi en tout cas. Alors, à l'origine, donc, il y a deux kami, deux divinités qui sont apparues dans le monde, hein, enfin dans l'univers, on peut dire. Hein, deux kami qui sont Izanagi et Izanami. Et ces divinités ont créé le Japon, donc les îles, l'archipel, hein, toutes les îles du Japon, et ils ont aussi créé les autres kami. Donc, comme je vous l'ai dit, ces kami peuvent habiter des lieux saints comme le mont Fuji, où sont des esprits, des forces de la nature. Hein. Alors parmi ces kami, il y en a une qui était particulièrement importante. Alors les kami ont un sexe, hein, ils sont masculins ou féminins, puisque l'une d'elles était la déesse du soleil, et elle s'appelait Amaterasu O Mikami. Et elle confia à son petit-fils Ninigi no Mikoto la tâche de gérer le Japon, d'organiser et de gérer le Japon. Et pour symboliser cette autorité, elle lui donna 3 trésors divins, qu'on appelle aussi les regalia, c'est-à-dire un miroir, une épée et un joyau. Alors, ces regalia ont été transmis comme ça d'empereur en empereur, hein, donc ils sont la marque du pouvoir japonais, de l'empereur, mais personne ne les a jamais vus. Hein. On n'est même pas sûr que l'empereur les ait vus. Et alors, Ninigi, donc, à qui on a confié la tâche de gérer le Japon, lui délégua ce pouvoir à son petit-fils, qui s'appelait Jimmu, qui était un humain et qui devint le premier empereur du Japon. Alors quand je dis c'est un humain, il est quand même le petit-fils d'un kami, donc c'est un peu comme dans la mythologie grecque, hein, vous avez des enfants que Zeus fait avec des humaines. Donc là c'est un peu la même chose. Donc vous avez le premier empereur, donc qui a une nature divine en lui. Et tous les empereurs du Japon descendent, hein, en ligne directe de ce premier empereur. Hein. Donc là, c'est un élément important du Shinto, hein, c'est que l'empereur est divinisé, hein, et il descend des kami en fait, hein, et en particulier donc de cette déesse du soleil qui a créé le Japon. Vous voyez, donc, qui est elle-même la petite fille de ceux qui ont créé le Japon. Mais, donc l'empereur du Japon descend, hein, de tous ces kami qui ont créé le Japon, et à qui on a donné le pouvoir de gérer le Japon. Hein. Donc, encore une fois, c'est un élément important du Shinto. Pourquoi est-ce que l'empereur est divinisé en quelque sorte? Mais parce qu'il est le descendant des kami. Donc le shintoïsme, encore une fois, ça n'est pas une religion avec au fond, une philosophie ou un système de pensée qui est fondé sur une doctrine précise, mais c'est plutôt un ensemble de pratiques, mais qui sont fondées sur les kami, mais aussi sur le culte de l'empereur qui lui-même descend des kami. Alors le culte shintoïste se pratique principalement dans de grands sanctuaires, enfin, qui sont des jardins. Je suis dans un de ces jardins, dans un de ces sanctuaires shinto, qu'on appelle donc les jinja. Ils sont très paisibles, hein, je peux vous dire, là je suis bien, je suis tranquille. Juste en bas,
il y a une piste où viennent parfois s'entraîner des sumo, mais qui contiennent aussi des petits temples, des petits jinja qui sont dédiés à un kami particulier. Je vous en mettrai un en incrustation. Hein. Donc derrière moi, vous avez le grand temple, mais vous avez aussi des petits temples, des petits jinja. Alors le culte shinto est très simple, hein, enfin, ou la prière shinto est assez simple. Hein. Les gens viennent, font une offrande, tapent dans leurs mains pour appeler le kami et s'inclinent par respect pour le kami. Alors, ils peuvent pratiquer ce culte ou cette prière. Alors des fois, il y a des grandes fêtes, hein, bon, mais là, je parle du culte ou de la prière un peu quotidienne ou hebdomadaire. Enfin, ils le font comme ils veulent, quand ils veulent. Il n'y a pas, comme chez les chrétiens, la messe du dimanche. Donc ça peut se pratiquer donc, dans ce genre de temple, mais aussi chez soi. Souvent, les Japonais ont chez eux, à l'intérieur ou à l'extérieur, un petit temple. Mais dans ce cas-là, il n'est pas consacré au kami, au grand kami, mais aux ancêtres. Hein, et donc c'est le culte des ancêtres. Mais ils font pareil, ils font une offrande. Alors on voit souvent une petite bouteille de saké. Il peut y avoir du riz, du sel, ça c'est des éléments sacrés, purificateurs. Il peut y avoir des offrandes, souvent c'est alimentaire, hein, ces offrandes. Ou dans les temples, on peut aussi donner de l'argent. Donc on voit bien hein, ce culte donc, des kami et de l'empereur. Juste une petite remarque, ce culte de l'empereur est compatible avec le confucianisme, puisque dans le confucianisme, il faut respecter la famille et les autorités politiques. Donc ce culte de l'empereur est totalement compatible avec le confucianisme. Hein. Peut-être même qu'il y a eu une influence entre eux. Alors, encore une fois, le Shinto, hein, comme j'ai dit, a tenté de s'imposer face au bouddhisme, mais il ne s'est pas totalement... il n'a pas remplacé. Et il y a même des moments où on trouve les deux éléments au même endroit. Alors, je vais vous montrer en illustration un petit temple que j'ai trouvé à Kyoto, hein, et dans lequel on voit au premier plan ce qu'on appelle un tori. Alors, je vais vous en montrer un, j'en ai acheté un petit pour vous montrer. Donc, c'est cette fameuse porte qu'on voit un peu partout. Pour certaines personnes, même ça représente le Japon. Donc ça, c'est ce qu'on trouve, donc, tori, avec 2 i à la fin, dans tous les temples shintoïstes. Hein, et ça marque, ce portail en quelque sorte, marque la séparation entre le monde profane et le monde sacré. Donc là, vous le voyez sur la photo, il y a un tori au premier plan. Et si vous regardez au deuxième plan, au fond, vous avez un petit temple avec une statue de Bouddha. Donc vous voyez, vous avez les deux éléments mis ensemble dans le même petit sanctuaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est difficile d'interpréter, bien évidemment, mais une des interprétations, c'est que les kami du shintoïsme vont protéger le Bouddha. Comme je vous le disais au début, le Bouddha a un statut supérieur au kami, donc ils peuvent donc lui servir en quelque sorte de protecteur. Donc voilà la marque un peu, là c'est typique, hein, la plupart des Japonais sont à la fois bouddhistes et shintoïstes. Hein. C'est pour eux, en particulier vis-à-vis de l'empereur, mais vis-à-vis du culte des ancêtres, etc. Vous voyez, donc on voit bien donc qu'il n'y a pas de séparation nette. Hein. Et je dirais même que le fait de ne pas avoir de séparation nette est assez marquant de la culture japonaise. Vous voyez, on peut remarquer que dans la plupart des éléments dont je vous ai parlé, il n'y a jamais de corps doctrinal précis. Hein. Il y a quelques éléments comme ça, des croyances, mais jamais de choses comme on peut trouver même dans le christianisme. Vous voyez. Et les Japonais ont une certaine méfiance envers les systèmes trop élaborés. Ils aiment bien cette approche de syncrétisme, de mélange, on pourrait dire, hein, entre des éléments d'origine et de nature différentes. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'autres pratiques zen. Alors il y en a certaines qui sont, donc je vais vous en parler maintenant, et il y en a certaines qui sont vraiment très connues. Par exemple, c'est le Chado, qui est la voie du thé, ou la cérémonie du thé.
le kyudo, qui est le tir à l'arc japonais avec ce grand arc-là, le bushido, hein, le code du guerrier des samouraïs, ou l'ikebana, bon, qui est l'art de faire des bouquets. Alors on peut remarquer que sur les 4, il y en a 3 qui contiennent le mot do, hein, c'est-à-dire la voix de. Hein. Donc c'est la voix du thé, la voix de l'arc, ou la voix du guerrier, la voix du combat. Ce qui veut dire que ce sont des pratiques bouddhistes, puisque ce sont des voies qui permettent, vous voyez, il y a des voies, vous vous souvenez de la 4e vérité, il y a des voies qui mènent à la suppression de la douleur. Donc là, ce sont des voies qui mènent à ça. Alors, à chaque fois, ces voies, on connaît, par exemple, la cérémonie du thé est assez impressionnante pour un occidental. Hein. C'est-à-dire que ce sont des pratiques très codifiées, mais où ce qui est important, hein, c'est de les faire correctement, dans un certain état d'esprit. Hein. Ce n'est pas forcément le résultat qui compte, mais c'est la façon, est-ce qu'on va bien suivre, est-ce qu'on va être dans la bonne posture, comme la méditation active, vous voyez, ce sont des... Enfin, comme dans la méditation, excusez-moi, assise. Hein. Mais là, on parle de... Enfin, c'est moi qui utilise cette expression, mais je pense qu'elle dit bien, elle exprime bien comment dire, le concept japonais. C'est une forme de méditation active. Donc le but, par exemple, n'est pas de réaliser le meilleur thé possible, hein, pour la voie du thé, hein, mais c'est de parvenir à travers cette pratique, hein, à une compréhension qui mène à l'éveil, hein, qui mène à la suppression de la douleur. Hein. Et en respectant les principes de cette cérémonie, ces principes étant l'harmonie, hein, harmonie avec la nature, harmonie donc avec la cérémonie, le respect, ce sont des éléments qui viennent un peu du confucianisme, hein, la pureté et la tranquillité. La pureté, toujours, il faut être, bien sûr, comme le tori qui marque la séparation entre le monde profane et le monde sacré, le monde impur et le monde pur. Hein. Chez les Japonais, quand vous entrez dans une maison, vous enlevez vos chaussures, parce qu'elles portent les impuretés du monde extérieur. Et la maison est supposée être un lieu pur. Enfin, il y a toujours cette séparation entre le monde impur et le monde pur. Donc chaque cérémonie vous mène à une forme de pureté qui elle-même vous mène à la pureté, etc. Enfin bref, on comprend le principe. Alors, on peut s'étonner que plusieurs de ces pratiques sont des pratiques guerrières. Hein. L'arc, le bushido, la voie du guerrier. Mais en fait, c'est parce qu'elles sont apparues à l'époque où il y avait le shogunat et les samouraïs. Hein. Et les samouraïs ont participé activement à leur création et à leur développement. Enfin, et par exemple, les samouraïs pratiquaient la cérémonie du thé. Donc, ils avaient ce moment un peu de recueillement, de méditation active. Hein. Puis après, bien sûr, pendant les combats et tout, ils pratiquaient le bushido. Donc ils étaient en fait en permanence dans une forme de méditation active. Donc on voit comment ces pratiques mêlent des éléments du shintoïsme et des éléments du bouddhisme. Et d'ailleurs, ces pratiques n'existent quasiment qu'au Japon. Alors, nous voici arrivés au terme de cette vidéo que je ne vais pas conclure de peur de trop simplifier. Hein. Je vous ai donné quelques pistes sur ce que j'appelle un peu la philosophie ou la pensée japonaise. Hein. Donc j'aurais peur de trop simplifier si je faisais une conclusion. Et puis aussi, c'est pour respecter l'esprit zen de la méditation active. Hein, et donc je vous laisse méditer sur les différents éléments que je vous ai apportés afin que vous trouviez vous-même la voie qui mène à la philosophie japonaise. Voilà. En attendant, Lucky Cat et moi, nous vous souhaitons beaucoup de réussite, de chance et de prospérité, et nous vous disons à bientôt.